Il y a peu, Éric Zemmour s'est fait mousser sur les réseaux sociaux pour ses propos tenus sur les mineurs isolés. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Et si pour cela, Christine, il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, c'est l'origine du mal. C'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant qui nous obligent à ne expulser personne. Il faudra sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Il ne faut pas, vous savez, moi je pense, vous pensez à ces enfants qui sont en souffrance, moi je pense aux femmes qui sont violées par ces gens-là, aux femmes qui sont assassinées par ces gens-là, aux Français qui sont trop brutalisés et traumatisés par ces gamins-là. Il faut arrêter ça. Il faut penser aux Français avant les autres. Et vous savez, il faut reconnaître que la France et les nations en général ont le droit de défendre leur identité. Et c'est votre regard, un droit de et on l'homme. vous laisse la responsabilité de vos propos, même si... J'espère bien. Oui, non, je mais prends toujours la responsabilité de mes propos, vous savez, ça me coûte parfois cher. Tous les mineurs isolés ne sont pas forcément des violeurs. Christine, tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs. Non, mais Christine, tous les mineurs isolés, vous avez raison, ne sont pas des voleurs et des violeurs. Mais la responsabilité de la France et du gouvernement, c'est de ne pas prendre le risque. Tous les mineurs isolés ne sont pas des voleurs, des violeurs, des assassins, mais je vous répète, comme il y en a beaucoup qui le deviennent. Des attaques à l'arme blanche en pleine rue depuis quelques mois et particulièrement depuis le déconfinement, Bordeaux est confronté à une recrudescence de la violence. Ces agressions sont souvent le fait de jeunes migrants isolés. Depuis quelques mois à Bordeaux, ce type d'agression est en forte augmentation. Et selon la préfecture, dans la moitié des cas, elles sont commises par de jeunes migrants. Eh bien, il faut protéger les Français. Et donc, dans le doute, il ne faut laisser rentrer personne. Un peu plus tard, c'est Alice Coffin qui, pour des raisons similaires à propos des hommes, a suscité une vive réaction, mais cette fois-ci du camp opposé, sur Twitter notamment. Là, le discours de généralité, c'est un discours politique. Hein, les hommes, c'est pas chaque homme, s'il faut vraiment rassurer ces messieurs. Et c'est surtout parce que tout discours politique, tout discours historique, tout discours sociologique, il est à base de généralité. Vous voyez, si vous dites, je sais pas, moi, les Français en 1830, vous n'allez pas dire not all French, s'il vous plaît. Comme on pourrait dire, on a le fameux not all men, comme si tous les hommes ne devaient pas être concernés. Donc, d'abord, c'est nier aux féministes, ce qu'on fait toujours, le droit à un discours politique. Et puis après, je dis les hommes parce que c'est aussi une phrase d'Anaïs Bourdet, qui est la fondatrice d'une magnifique plateforme numérique qui s'appelle Petachnek, et qui dit, qu'elle aussi, elle dit les hommes, par exemple, parce que trop nombreux à encore nous traumatiser, trop peu à nous aider, et que dans la balance, dans la balance, oui, je me permets de dire les hommes. Jean-Pierre. Je ne vais pas traiter du fond de ces propos, mais de la forme, qui consiste à englober les hommes dans une catégorie afin de développer un discours politique qui va avec. Il est incohérent de défendre l'un et de vilipender l'autre pour les mêmes raisons. C'est pourquoi, par souci de cohérence, si l'on défend Zemmour, sur le fondement que lorsqu'il parle des mineurs isolés, il n'évoque pas tous les mineurs isolés, alors il faut également défendre Alice Coffin par souci de cohérence si c'est le fait d'englober les hommes comme groupe sociologique qui nous effraie. Les hommes sont un groupe sociologique et Coffin défend son propos de la même manière que Zemmour défend le sien. Il n'appartient qu'à elle d'estimer que partout, tout le temps, les hommes ont voulu empêcher les femmes de développer un discours politique. Mais pour autant, elle a raison lorsqu'elle dit que tout discours politique, historique et sociologique comprend des généralités. Enfin, est-il possible tout simplement de parler sans faire de généralité, d'approximation ou d'erreur de langage ? Chaque mot qu'on utilise, est-il utilisé exactement comme il faut ? Ou est-ce qu'on ne compte pas toujours sur l'auditeur pour corriger nos approximations ? J'étais en train de lire du Nietzsche, son œuvre qui s'appelle « Vérité et mensonge au sens extramoral ». En fait, il parle de la vérité et du mensonge. Et il explique que le mensonge est nécessaire pour penser. S'il dit ça, c'est parce que le concept est un mensonge. Je te lis l'extrait qui m'a fait penser à ça, et je t'explique après. Tout concept surgit d'une identification de ce qui est non identique. De même qu'une famille n'est assurément jamais absolument identique à une autre.
De même, il est certain que le concept de feuille est forgé en négligeant arbitrairement ces différences singulières. Ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est un livre que je te recommande très très chaudement, qui s'appelle Le Joueur de Dostoïevski. En fait, le truc, c'est que là, il va faire des amalgames, donc conceptualiser sur des peuples. Et notamment, là, ce qui nous intéresse dans Le Joueur, c'est français, anglais, russe. Je recontextualise. Là, le héros de l'histoire, qui est russe, va s'adresser à un monsieur qu'on appelle Monsieur Astley, qui est un anglais. Et il lui dit: la forme nationale du français, c'est-à-dire du parisien, a commencé à être l'élégance quand nous étions encore des ours. La Révolution a hérité de la noblesse. Aujourd'hui, le français le plus vulgaire peut avoir des manières, des façons, des expressions et même des pensées de la forme la plus élégante. Alors, je dois vous confesser que les Anglais sont, pour la plupart, des lourdeaux, des gens dénués d'élégance, et que les Russes, qui savent avec assez de précision reconnaître la beauté, en sont très entichés. Là, c'est très intéressant parce que Dostoïevski, quand il a écrit son livre, au moment d'écrire ce passage, il aurait pu dire « Ah, mais c'est faux de dire les Français, les Anglais, les Russes, puisque chaque Russe est différent, chaque Anglais est différent. » Tu m'as compris. Mais il a occulté ça et il a accepté le mensonge pour pouvoir réfléchir, quitte à faire des concepts, le concept du russe. Tout cela révèle un débat de fond qui est transversal à tout discours politique, mais qui n'est jamais confronté de manière directe. C'est la question de l'analyse des masses, à l'épreuve des cas particuliers. Pour cela, je vais utiliser un article, encore une fois, comme la dernière fois, écrit sur le site jeréinforme.fr, que je vous recommande, encore une fois, pour les mêmes raisons que citées au début de la dernière vidéo. Donc encore une fois, je vais vous le lire. Donc sachez que ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, ce n'est pas moi qui mérite du crédit pour ce qui est dit dans ce qui suit. Généralité contre exception, l'analyse des masses à l'épreuve des cas particuliers. J'écris cet article pour répondre une fois de plus à toutes les personnes qui ne semblent pas maîtriser la logique élémentaire et réagissent de façon pavlovienne à certains énoncés. Lorsque j'affirme une généralité et que j'associe certains traits à certains profils, ou que je compare des groupes sur la base d'un critère spécifique, il est inutile et idiot de citer des contre-exemples. Les généralités sont par définition des moyennes, des différences statistiques ou des corrélations, et ne peuvent donc pas être invalidées en citant des exemples nécessairement isolés et non représentatifs d'un phénomène. Les exemples isolés relèvent dans ces cas-là du sophisme, mais sont pourtant très largement employés, en particulier sur les plateaux de télévision, où les débats ne volent en général pas très haut. Ainsi, en observant ce schéma, qui montre deux courbes représentant deux populations, alors après on peut y mettre les données que l'on veut, on peut imaginer par exemple que la courbe bleue représente la taille générale des hommes, la courbe rouge représenterait la répartition de la taille des femmes, donc on verrait bien que les hommes sont en général plus grands que les femmes, mais le croisement entre les deux courbes signifie bien qu'il existe des hommes plus petits que des femmes. On peut tout à fait dire d'ailleurs cette phrase, les hommes sont plus grands que les femmes sans que personne ne soit offusqué. Ce second schéma montre une corrélation entre deux phénomènes. On peut imaginer par exemple sur l'axe de l'abscisse le QI. Donc, plus on va vers la droite, plus le QI est grand, est élevé, et sur l'axe des ordonnées, plus on monte, plus les diplômes sont importants. On peut alors observer une corrélation entre des QI élevés et des diplômes importants. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des gens avec des diplômes importants ayant un QI faible, ou à l'inverse, des gens ayant un QI élevé mais ayant des diplômes peu importants, voire pas de diplôme. Donc ce procédé argumentatif fallacieux, du contre-exemple, est bien souvent utilisé par la gauche lorsqu'un énoncé est politiquement incorrect, en particulier lorsqu'il concerne les différences psychologiques hommes-femmes, l'immigration, les différences raciales. On constate par exemple que les différences de taille entre hommes et femmes font en revanche très peu réagir. C'était l'exemple utilisé avant.
Ainsi, lorsque j'affirme que les femmes sont plus petites que les hommes, il n'est même pas nécessaire de préciser que c'est vrai en moyenne, puisque personne ne se sent tout à coup offusqué et est forcé de répondre que certaines femmes sont plus grandes que certains hommes. Si je m'aventure au contraire à évoquer une différence psychologique, une armée de personnages non-joueurs vont se mettre à citer à l'unisson des contre-exemples, parfois en parlant d'eux-mêmes, car ils se sentent directement attaqués. Mais répétons-le, des vérités générales ne prédisent pas des comportements individuels. Et vous ne devez pas vous sentir heurté par une vérité générale, car elle ne vous concerne pas nécessairement en tant qu'individu. Elle concerne les groupes et les différences entre eux. Ainsi, je vais faire ici une petite liste des cas où cette situation se présente et où il est idiot de citer des contre-exemples en pensant que cela invalidera la proposition initiale. Lorsque j'affirme que les femmes sont en moyenne plus névrosées et plus agréables, selon les définitions issues du Big Five, que les hommes, il est inutile de me citer des exemples de femmes peu névrosées ou d'hommes très agréables en pensant invalider ma proposition. Ce n'est pas le cas. Lorsque j'affirme que les femmes sont en général plus intéressées par les personnes et les hommes plus intéressés par les objets et les choses, il est inutile de citer des exemples de femmes informaticiennes ou ingénieurs car cela n'invalidera pas du tout mon affirmation. Lorsque j'affirme que les immigrés sont en moyenne plus criminels que les Français de souche, les Français de sang, il est inutile de répondre que la majorité des immigrés ne sont pas criminels, puisque la question est de comparer les proportions de criminels dans chacune des populations. Évidemment, dans les deux cas, cela ne concernera qu'une minorité. Lorsque j'affirme que l'immigration africaine n'est pas forcément souhaitable pour la France, il est inutile de me citer des exemples d'immigrés qui se sont bien intégrés, ou d'immigrés qui ont bien réussi, ou d'immigrés qui ont eu un impact très positif pour la France. Ça existe et on le sait. En effet, vous pourriez en citer 10, 15, 30, 50 ou 100, cela ne démontrerait pas pour autant que l'immigration africaine est bonne pour la France. Lorsque j'affirme que les personnes qui ont un QI élevé réussissent mieux leurs études que les autres, il est inutile de me citer un exemple de surdoué ou prétendu tel que vous connaissez et qui a eu des grandes difficultés à l'école. J'évoque une corrélation. Il est évident que cela n'implique pas que tous les hauts QI réussiront brillamment à l'école, ou que tous ceux qui réussissent brillamment à l'école ont un haut QI. Lorsque j'affirme, encore une fois, que les personnes qui ont un QI élevé atteignent en général un plus haut niveau socio-économique, cela ne sert à rien de donner un exemple de personnes très intelligentes et pauvres. Encore une fois, ces vérités générales ne sont pas des implications mathématiques inébranlables, mais des corrélations qui sont établies à l'échelle de tout un groupe. Lorsque j'affirme que les capacités cognitives sont corrélées entre elles et que cela explique et justifie l'existence du facteur G d'intelligence, on reviendra dessus plus tard, il est inutile de donner l'exemple d'une personne excellente en maths et nulle en français.